Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'hôtel Le Bahut, dans le 9e arrondissement à Paris, pour le podcast « Comment tu parles ?» Aujourd'hui, on va parler timidité. La timidité, qu'est-ce que c'est ? C'est un manque d'assurance, c'est un manque parfois de confiance en soi. Beaucoup de gens sont timides, on le sait. Comment ça se manifeste ? Les mains moites, des rougeurs, des bégaiements. Bref, on peut tous être timides. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un champion de la timidité, Nicolas Destiendorf, pour ne pas le nommer. Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Vous ouvrez le bal et je vous en suis hyper reconnaissante. Nicolas, vous êtes écrivain, journaliste, vous avez commis, comme vous dites souvent, 33 ouvrages, dont le fameux Ch'ti-Glu, mais aussi des romans, des essais, un dictionnaire du mauvais goût, parce que vous êtes non seulement champion de la timidité, mais aussi champion du mauvais goût. C'est un titre, après tout, pourquoi pas. Parmi aussi vos faits d'armes, vous êtes mélomane, fou de musique classique et d'opéra et extrêmement gourmand, d'où un savoureux petit éloge de la gourmandise. Et j'en passe, vous êtes aussi membre de nombreux clubs gastronomiques. Bref, vous avez le goût des mots et le goût des mets. Enfin, vous êtes père de 2 garçons, Valentin et Victor, paraît-il fort sympathiques. Voilà pour le personnage. Maintenant, puisqu'on parle de timidité, au fond, sur une échelle de 1 à 10 de timidité, où est-ce que vous vous situez, vous ? Alors, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que maintenant, je me situe à 6,5, mais il y a 20 ans, je me situais à 1,45, 1,75. Donc j'ai travaillé, mais ça a été un exercice de longue haleine. Ouais. Comment ça a commencé cette histoire ? Enfin déjà peut-être, c'est quoi pour vous la timidité au fond ? Ça veut dire quoi ? C'est compliqué la timidité. C'est juste une espèce d'impossibilité soit à marcher, soit à parler, soit à s'exprimer. Moi, ça remonte à l'enfance. Tout à coup, l'impression que les yeux de toute l'humanité vous regardent, l'air un petit peu combinatoire, l'air un petit peu agressif, l'air un petit peu... là, je perds mes mots. Mais, vous voyez, d'ailleurs, je suis timide. C'est comme si on avait l'impression constante qu'on va passer un conseil de discipline, qu'on est devant la porte du directeur de l'école, de la pension, du collège, et que dans 3 minutes, la porte va s'ouvrir et qu'on va passer soit en conseil de discipline, soit en examen. En tout cas, qu'on va peut-être se faire offrir une médaille, peut-être se faire engueuler, mais en tout cas qu'il va se passer quelque chose et qu'on va vous regarder dans les yeux et vous dire, oui, je trouve plus une fois de plus mes mots. Donc ça a toujours été comme ça et ça s'est manifesté quand j'étais petit où il fallait que je téléphone à des gens. Quand tout à coup l'objectif est sur vous. J'aime être dans l'ombre. J'ai dit toujours que j'écris des livres pour me cacher derrière. Quand on me demande d'en parler, j'aime pas ça. J'estime que j'ai tout dit en rendant ma copie et qu'une fois que c'est fait, j'ai le droit de me cacher. Et je me cache depuis toujours. Je me cache derrière des tenues colorées. Je me cache derrière des fanfaronnades assez fréquentes. Mais ensuite, pour creuser, les choses sont plus difficiles. Enfin, je suis implanqué depuis le début, mais en même temps, je fais un métier malgré tout de représentation. Donc, il y a toujours une espèce de paradoxe entre le fait de ne pas aimer être sous le feu des projecteurs et de faire une activité, au bout du compte, on l'est de facto. Donc les timides sont aussi des grands paradoxaux. Et ce qui est amusant dans ce que vous racontez, c'est qu'au fond, vous vous planquez, comme vous dites, et puis en même temps, vous faites tout pour qu'on vous regarde. Mais c'est aussi, je pense, un des paradoxes et un des corollaires de ma timidité, c'est que comme je ne savais pas aller vers les autres parce que ça me faisait peur, je me suis toujours habillé de façon un peu étrange, un peu funambulesque, un peu clownesque, un peu harlequinesque, pour que les gens viennent me voir, genre « Oh, il a l'air rigolo celui-là, qui c'est ?» Et de fait, effectivement, je me suis un peu calmé, mais il y a vraiment une époque où je m'habillais tous les jours comme le Joker. Et donc les gens disaient dire, mais vous me voyez passer dans la rue, mais qu'est-ce que c'est que ce guignol ? Tiens, allons voir ce qu'il y a derrière le nœud papillon. Ensuite, c'est devenu presque un art de vivre. Mais et puis la timidité, ça se travaille. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ça se combat. Et au contraire, je me force très régulièrement à
disons, attaquer ma timidité de front en acceptant de faire des conférences, des rencontres, des interviews. Ce qu'on fait en ce moment, ça va, c'est pas ce qui est le plus difficile. Mais quand tout à coup on me demande de faire une conférence, comme ce que j'ai fait il y a quelques semaines, je suis parti sur un des bateaux du Ponant et j'ai fait 3 conférences d'1 heure. Et là, se retrouver seul sur une scène avec 200 personnes qui vous écoutent dans un théâtre, pour moi, c'est une expérience qui me terrorise. Quand je parlais ça à mes camarades qui, eux, font ça régulièrement, ils me disaient oh, c'est facile, t'arrives, tu leur causes pendant 1 heure. Et non, c'est pas facile, hein, c'est une nature. Voilà, j'ai vécu pendant longtemps avec une jeune personne de qualité pour qui l'art oratoire était quelque chose de courant et qui parfois ne comprenait pas pourquoi j'étais prisonnier dans des schémas. Et parfois, j'ai l'impression qu'en fait, des regards que j'ai connus dans mon enfance sont ressuscités dans ces moments cruciaux où tout à coup, voilà, il y a une espèce d'entité étrange qui vole au-dessus de moi, qui me pointe du doigt. L'œil était dans la tombe, le regardait qu'un. Et ben cet œil, il me regarde et il regarde le petit Nicolas, genre, ouais, tu vas parler en public, il faut que tu aies peur. Et c'est étrange, mais ça remonte souvent. Peut-être que je devrais avoir un psychanalyste, je sais pas d'où ça sort, mais j'ai des souvenirs d'enfance ou d'adolescence assez marquants où je devais faire des exposés à l'école et j'arrivais, j'avais préparé tout mon petit travail et ça m'est arrivé 2 fois au collège et au lycée où je suis arrivé avec tout mon petit travail, je me suis assis devant le tableau noir, il y avait les élèves, il y avait mes petits camarades, il y avait mes profs et je m'assis et puis là, abouli, incapacité de sortir un mot et je m'en sortais en faisant des petits gestes à la Modiano, mais et voilà, et donc j'ai jamais pu m'expliquer pourquoi, et je pense que la timidité vient aussi de ces quelques moments d'adolescence ou de post-enfance, où là, il s'est passé quelque chose qui a fait une espèce de cassure, et à chaque fois, ce fantôme ressort, et même m'est ressorti l'autre jour, quand j'ai dû causer devant les gens dans le bateau, où tout à coup, j'ai l'impression de sortir de moi-même, d'être au-dessus du personnage, de voir le haut de mon crâne, de voir une silhouette en couleur en train de faire des gestes, et un peu se débattre comme si on se voyait soi-même se noyer. C'est très intéressant comme expérience. Ouais. Vous revenez sur l'aboulie, l'incapacité de parler. Donc chez vous, la timidité, ça se manifeste par parfois le fait qu'il n'y ait pas un mot qui sorte. Ouais. Ça peut se manifester autrement chez vous? Quoi, par exemple? Téléphoner. Moi, ma vie a changé à l'arrivée des SMS et des mails. Avant, en plus, j'ai commencé en travaillant dans la presse, donc en étant journaliste et en faisant beaucoup d'interviews. Et pour moi, à chaque fois, c'était un cauchemar. Il fallait que j'appelle tel écrivain, tel homme politique pour prendre un rendez-vous et ensuite aller le voir. Le pire, c'était pas d'aller le voir, c'était de prendre le rendez-vous, d'appeler, de dire bonjour, je m'appelle Nicolas Destiendorf, je travaille pour Le Figaro. Déjà, j'avais un sentiment d'illégitimité complète. Alors là, devoir annoncer comme ça mes états de service au téléphone, c'était effrayant. Et ensuite, quand les mails sont arrivés, quand il a été possible de prendre contact avec des gens. En fait, c'est le premier contact qui est difficile. Une fois qu'on arrive à charmer son interlocuteur ou son interlocutrice, il y a une sorte d'alchimie qui se met en place et ça va mieux. Donc mais le timide, c'est vraiment le premier moment. C'est le passage à l'acte. Ouais. C'est la première rencontre. Ouais. Et quand je vois maintenant les gens qui se rencontrent sur des applis, là pour le coup c'est très étrange, les blind dates et tout ça, pour moi c'est un non-sens absolu. Donc c'est effectivement la timidité, en fait c'est le saut dans le vide. C'est être au bout du plongeoir ou au bord de la falaise à Etretat et savoir que si on tend le pied, on passe dans un autre monde. Et l'autre monde, c'est le monde c'est la réalité seconde, c'est celle de la rencontre avec l'autre. On passe d'un moment solitaire à un moment partagé. Et c'est cette espèce de passerelle entre les deux qui est du vide. C'est rien. Mais c'est comme quand on fait du saut en parachute. Et ce moment-là, c'est le moment on est paralysé, on dit je repars en arrière, et c'est le moment où là je ne peux plus parler, à l'école. Maintenant ça ne m'arrive plus. Mais j'ai toujours ce spectre. À propos d'école, puisque je comprends que la timidité remonte à longtemps, on m'a raconté qu'un jour vous étiez venu déguisé, un jour de carnaval, et que vous étiez le seul à être déguisé. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui a pu nourrir votre timidité en vous disant quelle horreur, tout le monde me regardait comme un lapin pris dans les phares? Alors ça, ma mère va être contente de regarder ce podcast, parce qu'une fois de plus, je vais remettre une pelletée de braise sur sa culpabilité maternelle. Lorsque j'étais en maternelle, justement, c'était le jour du Mardi Gras, et elle voulait absolument me déguiser,
Et elle avait gardé un costume de sa propre enfance, qui était un costume de petit diable. C'est une combinaison complète, avec juste le visage qui passait, et avec une grande queue noire qui traînait. On s'imagine bien. Et avec des petites, habillée tout en rouge déjà, avec des petites cornes noires. Et elle était très en retard, parce que ma mère était souvent en retard. Elle me dépose devant l'entrée de l'école. Elle dit, vas-y mon chéri, entre. J'arrive, j'ouvre la porte. Je suis dans mon petit diable, je suis en tenue de petit diable, avec mon trident, ma fourche, je sais plus. J'ouvre la porte, et j'étais le dernier arrivé. Et bien entendu, elle s'était trompée de jour. C'est-à-dire que j'étais tout seul, avec tous les élèves qui eux étaient comme les lapins pris dans les phares, qui me regardaient comme ça, et on était face à face. Et peut-être que la cassure, peut-être que la brisure vient de là, mais là, tout à coup, voir toute la salle qui se retourne vers moi, il y avait un sentiment de détresse absolue. En même temps, la scène est forcément ridicule et clownesque, donc on n'arrive pas à la prendre au sérieux. Et peut-être que toutes mes souffrances viennent de cet instant primitif, c'est l'ombilique. On m'a raconté aussi que autrefois, c'est peut-être plus vrai, enfin en tout cas je vous le souhaite, vous ne pouviez pas rentrer dans un restaurant seul ou que vous disiez bonjour madame au téléphone à un monsieur et bonjour monsieur à une dame au téléphone. Ça, c'est de la timidité aussi, non ? Alors, l'histoire du restaurant, ça m'arrive encore un peu, c'est-à-dire que je suis toujours en avance et je déteste arriver le premier, paradoxe. Mais pour notre rendez-vous, d'ailleurs, j'étais à 8h30 dans le quartier alors qu'on avait rendez-vous à 9h. Ça, c'était et il y a un sentiment aussi quand on rentre dans un restaurant où, comme dans certains films ou certains westerns, le type entre dans le saloon, le silence se fait, le pianiste arrête de jouer, le type arrête de servir des bières, les autres arrêtent de boire, et on se retourne vers vous, on vous scrute. Et ça aussi, c'est des scènes où tout à coup, peut-être que j'ai vu trop de films trop tôt, c'est des instants glaçants, et puis ensuite, il suffit qu'on rentre dans la pièce et hop, toutes les activités reprennent. Mais c'est cet instant très particulier qui m'a toujours un peu angoissé, moins maintenant, mais encore un peu. Tout à coup, les fantômes reviennent, ça part jamais totalement. Et le téléphone, c'est autre chose, c'est que quand je suis timide ou quand je réponds au téléphone, surtout les vieux téléphones, j'ai la voix qui a tendance un peu à monter, et donc le nombre de fois où je répondais, j'ai « Allô oui, bonjour madame ». Et dans ce cas-là, je suis tellement embarrassé pour la personne en face que je continue à parler comme ça pour ne pas la mettre mal à l'aise, qu'elle comprenne que je suis un monsieur. Vous voyez, c'est très paradoxal. Ou alors parfois, si la personne en plus se montre désagréable, je finis par parler comme ça. Oui, écoutez. Ou alors parfois, il m'est aussi arrivé, pour ne pas mettre la personne mal à l'aise, dire oui, je vais vous chercher mon mari, Nicolas. Oui, j'arrive. Bon, et voilà. Et comme ça, je reprenais la conversation. Non, mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que finalement, vous êtes quand même très loquace, très sonore. Vous déployez des trésors d'ingéniosité. Ça rend créatif quand même, la timidité, au fond, quand je vous écoute. C'est peut-être grâce à ma timidité que ma créativité s'est mise en place. Mais de toute façon, il faut chevaucher le tigre, comme on disait. De nos faiblesses, il faut faire des forces. Donc, mais ça reste quelque chose qui est toujours latent et qu'il faut perpétuellement combattre. Mais au moins, ça donne une raison de se lever le matin. Aujourd'hui, je vais vaincre ma timidité. Je vais vous parler pendant cet entretien. Je vais essayer de ne pas regarder toute cette équipe qui rigole à mes conneries. Vous voyez ? Mais alors justement, est-ce que le remède à la timidité, votre remède à la timidité, c'est justement d'oser, c'est d'y aller, c'est de plonger ? Le paradoxe, c'est que j'ai un tempérament assez provocateur. J'aime ce qui dérange, j'aime ce qui choque. Choquer, c'est viser juste, disait Cocteau. J'aime ce qui met les gens un peu mal à l'aise. J'aime moi-même être mal à l'aise. J'aime être mal à l'aise. J'aime qu'un film, une musique, un tableau, un livre me dérange. J'aime les films d'horreur, j'aime les montagnes russes, j'aime ce qui retourne un peu l'estomac. Et j'ai toujours aimé mettre un pétard dans les crottes de chien. Donc ça, c'est un tempérament. D'où le paradoxe peut-être d'être aussi timide et aussi culotté dans certains domaines. Le mot paradoxe, il revient tout le temps dans ce que vous racontez. Est-ce que finalement on pourrait dire ou imaginer que nous sommes tous des grands timides cachés, avoués ou plus ou moins visibles, parce que vous êtes un grand timide extraverti quand même ? Oui, mais souvent les grands timides sont des extravertis. Regardez certains comiques, quand on voit des interviews même de Louis de Funès ou de Fernand Reynaud, qui étaient des gens assez austères dans la vie et qui se déployaient, qui existaient sitôt les caméras allumées. Moi, ce serait presque l'inverse. Mais de toute façon, nous sommes tous des tissus de contradictions et de ces contradictions, on fait notre identité. Si on était tous d'un bloc, on serait des figurines en 2 dimensions, on serait des personnages de bande dessinée. Mais heureusement qu'on a du relief. Et ces paradoxes, ces contradictions,
c'est ce qui donne du relief à nos vies, à nos caractères et à notre créativité. Et c'est peut-être la scène, finalement, qui nous permet de nous dépasser. C'est ce que vous racontez. Sans doute, d'ailleurs, j'ai fait du théâtre il y a longtemps avec toute une bande de camarades qui sont restés mes meilleurs amis. Mes 2 meilleurs amis du théâtre sont d'ailleurs les parrains de mes 2 enfants. Et l'un est devenu comédien professionnel, l'autre est devenu journaliste. Mais le théâtre est une excellente école, ne serait-ce que pour apprendre à vaincre ses angoisses et à se mettre dans un moule dans lequel on peut malgré tout se mouvoir. Il faut sauter dans le vide, quoi qu'il arrive, je pense. Et l'écriture dans tout ça? Parce que vous êtes, comme vous dites, un planqué. Est-ce que l'écriture, qui est votre passion, votre besoin, votre vie, vous êtes un graphomane, comme vous dites tout le temps, est-ce que ça, c'est une manière de s'exprimer autrement, de vaincre sa timidité, ou est-ce que c'est une manière justement de la contourner? Parce qu'on est seul quand on écrit, donc on n'a pas besoin de s'exposer à l'autre. Comment vous analysez ça, finalement, ce rapport entre l'écriture et la timidité? Ou il n'y en a pas, peut-être? Je pense qu'il n'y en a pas, parce qu'effectivement, j'aurais voulu, avant d'être écrivain, moi je voulais faire de la mise en scène d'opéra, de la mise en scène de théâtre, de la mise en scène de cinéma, ce genre de choses, c'est-à-dire diriger une équipe, diriger des gens, être un capitaine de vaisseau. Et je me suis rendu compte que là, j'y arriverais pas. C'est-à-dire que il y a 2 choses que j'aime pas, c'est donner des ordres et en recevoir. Moi, je suis un électron libre. Donc, j'ai besoin d'être seul aux commandes. Et je n'aime pas, j'imagine peut-être les auteurs, les écrivains, en fait, c'est des égos énormes, c'est des narcissismes énormes. En même temps, c'est des gens très, très fragiles. Et on aime partager ni le succès ni l'échec. C'est-à-dire que c'est de notre faute intégralement. Un livre marche, un livre ne marche pas, c'est de notre faute. Un film ne marche pas, un spectacle ne marche pas, les torts sont partagés. Et en fait, peut-être que j'aime pas le partage et que j'aime bien assumer et ce qui marche et ce qui marche pas. Ensuite, c'est les tempéraments. J'ai un tempérament de chat plutôt qu'un tempérament de chien. J'aime être dans mon coin. J'ai un tempérament assez solitaire. Et j'aime faire mon petit truc dans mon coin et ensuite aller le montrer. En fait, j'aime rendre ma copie, moi aussi. Je fais ma copie dans mon coin, je la rends. Ensuite, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, mais c'est ma copie. C'est peut-être une histoire de timidité. En même temps, quand on ça vous donne tout pouvoir, en fait. Évidemment, quand on écrit des romans, peu particulièrement, on est des murges. On a droit de vie et de mort sur des personnages qu'on invente, qui font partie de notre imaginaire. On crée un monde parallèle par le livre. Et là, c'est une liberté extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des métiers de mégalomane, en fait. C'est des métiers de démiurge, particulièrement le roman. C'est-à-dire qu'on invente un monde qui n'existe pas. Juste avec les mots, juste avec 26 lettres, on met en place une réalité parallèle. Ça, c'est merveilleux. Et peut-être que dans ce cas-là, vaincre ma timidité, c'est aussi de devenir l'être tout-puissant d'un monde par et pour moi inventé. Oui. Si le timide, c'est un fait, peut-être que sa manière d'y remédier, c'est de trouver un lieu de pouvoir, un lieu d'expression fort. Absolument, et le roman permet ça. Alors, avec la possibilité que le livre ne parle à personne, mais au moins il existe. Au moins il existe. C'est-à-dire que pour moi, un livre, c'est la porte ouverte sur un autre monde que j'ai mis en place. Aujourd'hui, vous avez dit que vous parliez devant parfois un amphithéâtre de 200 personnes. Donc là, pour un timide, c'est un exploit. Est-ce que vous y prenez du plaisir, finalement, maintenant, avec le temps ? Alors, il y a toujours un moment où je me rends compte que je m'amuse. D'abord, quand je vois que l'heure tourne et que c'est bientôt fini, je me dis « Ah, bordel, pardon pour le mot, j'y suis arrivé. » Rien que ça. Pétard de bois. Pétard de bois. Rien que ça, c'est très gratifiant. Mais le moment au début, en fait, c'est du trac. Ouais. Mais le moment au début, vraiment, l'autre jour, lorsque j'ai fait cette série de conférences, avant la première, il y en avait 3 avant la première, mais j'en étais malade. J'étais dans la chambre du bateau, je tournais en rond, je commençais à trembler et tout ça. Et en fait, une fois que je me suis retrouvé sur scène, alors le début était un peu dur, parce qu'en fait, une fois de plus, c'est l'attaque qui est difficile. C'est le moment où il faut sortir les premiers mots, il faut dire « je suis là, j'existe, écoutez-moi ». Ça, c'est terrible. Et une fois qu'on crée le lien, c'est comme serrer la main. Une fois que la personne en face tient votre main, déjà c'est plus simple. Déjà le contact est en place et donc ça va mieux. Et là, petit à petit, au fur et à mesure de ce truc, j'avais le nez qui commençait à moins bouger, je commençais à moins trembler, les choses étaient plus claires. Mais le début est redoutable, quoi qu'il arrive. Enfin, ouais, vous savez ça. Mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup, beaucoup plus douloureux. Et c'est vraiment une douleur. C'est vraiment une angoisse qui est même impalpable. Et que les gens souvent ne comprennent pas. Je dis, mais pourquoi vous mettez un état pareil J'aimerais bien savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais. Il faut le dompter, il faut l'accepter, il faut l'admettre, et il faut, comme on disait, en faire une force, sans non plus se dire que ça va passer, parce que ça passe pas.
Et ça ne passera jamais. Et comment on en fait une force, alors, justement? En l'avouant, par exemple? Vous dites parfois, je suis atrocement timide, en riant. Comment vous en les deux. faites De une toute force? façon, il faut traiter tout avec de la dérision, Ouais. avec du second degré. C'est le drame de notre époque, c'est que maintenant, on traite toutes les choses au premier degré. De toute façon, c'est là. Donc, il faut vivre avec. C'est comme un petit handicap. C'est que, et souvent, quand j'explique aux gens que je suis comme ça, les gens ne veulent pas l'admettre. Ils disent, oh, mais toi, t'es tellement à l'aise, t'es rigolo, tu fais des blagues, t'es habillé de toutes les couleurs. Oui, mais justement, c'est parce que c'est pour lutter contre ça, pour ne pas sinon devenir une espèce de petit Calimero enfermé sous sa coquille d'œuf. Parce que ce serait facile. Mais bon, j'ai pris le pli depuis longtemps de ne pas être comme ça. Mais j'aurais pu obliquer et devenir quelqu'un de sans doute différent si j'avais pas fait de théâtre, sans doute si j'avais pas rencontré certains amis importants ou certaines personnes importantes dans ma vie qui m'ont aidé à me mettre sur des rails et à affronter ces choses-là. Et dans les coulisses, justement, quand vous me racontez cette peur juste avant de rentrer, cette envie très forte de ne pas y aller, comment vous faites pour vous apaiser? Comment vous parlez à votre timidité? Vous lui dites quoi à cette grande fille? Ta gueule. Ouais. Je lui dis ta gueule. je lui dis ta gueule, fous-moi la paix, je serai plus fort que toi. Et je dis de toute façon, j'y vais. Je dis de toute façon, j'y vais. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je ne vais pas rester coincé à cause de ça. Et voilà, de toute façon, c'est comme un handicap. Voilà, c'est des gens à qui il manque un doigt. Le doigt ne va pas repousser, mais je vais utiliser les 4 autres, et les 4 autres vont être encore mieux que si j'en avais 5. Si on réfléchit ensemble finalement à toutes ces astuces, ces trucs et astuces, moi ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que d'abord il faut assumer, faut en faire un élément de créativité, il faut aussi jouer sur vos forces. Vous, c'est quoi vos forces par rapport à ça? Vous compensez comment justement? En parlant plus fort, en faisant le rieur de service, en amusant la galerie De toute façon, oui, en traitant les choses avec humour. Ouais. Avec humour et légèreté. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profondeur. Mais ça, pour moi, c'est la quintessence de l'esprit français, c'est de prendre avec légèreté des choses dramatiques et de traiter avec sérieux des choses futiles. Et voilà, arriver à cet équilibre entre ça, pour moi, c'est et l'esprit français et ce que je m'efforce de développer dans ce que je fais, dans ce que je suis. Alors, est-ce que où la timidité se niche là-dedans, je ne sais pas, mais ensuite, je fais un métier assez particulier, un peu, voilà, que les gens ne comprennent pas forcément. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée, t'écris? Enfin, je dis, oui, enfin, c'est très mystérieux, l'acte d'écriture. Le peintre, on le voit, en train de peindre, le sculpteur, même le cinéaste. L'écrivain, c'est un monsieur qui est maintenant sur un ordinateur. Avant, c'est quelque chose de très... qui n'est pas spectaculaire. Donc le spectacle, c'est ce qu'on a ensuite entre les mains quand le livre existe, si tant est qu'il existe. L'humanité est divisée entre chat et chien. Moi, je suis un chat. Le chat donne des coups de griffe, mais le chat ronronne. Et le chat est solitaire et le chat regarde le monde de façon un peu circonspecte. Mais en même temps, le chat peut faire beaucoup de bruit. Et voilà, le chat a quelque chose de plus... peut-être de plus... impalpable, de plus mystérieux, mais c'est bien les chats. Ouais, c'est bien les chats. Si j'étais une fée des orateurs, oui. Et que tout à coup, d'un coup de baguette magique, je vous enlevais votre timidité, vous diriez plutôt oui ou finalement plutôt non? Oh non, je dirais plutôt oui quand même, parce que ça y est, j'ai payé ma dette à la timidité, je sais maintenant comment la dompter, et je sais qu'il y a parfois des moments où ça me faciliterait quand même certaines choses. Et apprendre la timidité, c'est aussi apprendre à dire non, apprendre à taper du poing sur la table. Voilà, les écrivains, on est un métier où effectivement, parfois il faut parler de choses un peu compliquées, comme parler d'argent et tout ça. Là, parfois les choses seraient plus simples si j'avais un peu plus d'énergie, de tonus, parce que c'est intimide et facile à intimider. Donc voilà. Et les gens en face, dont c'est le métier justement d'intimider, savent exactement qui ils ont comme interlocuteur, donc savent exactement par où me prendre, faire jouer la culpabilité, le sentiment d'être redevable, voilà. Et donc, dans le travail, ça m'aiderait parfois de savoir avoir plus de tonus et de pugnacité. Si demain vous voyez des timides, on a parlé des timides, des intimidateurs, des intimidés, vous leur diriez quoi? Si demain vous voyez, si un de vos enfants était timide par exemple, vous lui diriez quoi?
je lui dirais, je te comprends, mais ça n'est pas une raison pour te racornir. Voilà, assume. Bombe le torse, ça ne changera rien, mais on a tout à gagner malgré tout, aller de l'avant. Voilà. Mais je te comprends et je sais que tu souffres. Mais il y a des souffrances bien pires sur cette planète. Donc voilà, ça s'assume, ça se digère, et ça se combat et ça s'utilise. Juste pour revenir sur des conseils, parce que c'est important. Je te comprends, bombe le torse, c'en est un, et n'en profite pas pour te rabougrir. Assumer, vous l'avez dit, c'est pas si dramatique que ça d'être timide. Au fond, il y a des trucs bien plus graves. Tout est question de dosage. On pourrait dire aussi, identifier vos points forts. Je parle peu, mais j'ai un sourire dévastateur, je vais l'utiliser. On pourrait dire aussi, lancez-vous des petits défis. Est-ce qu'on est tout le temps obligé de sauter dans une énorme piscine glacée? Est-ce que ça ne peut pas commencer par une discussion avec le chauffeur de taxi, le cafetier? C'est pas mal aussi pour braver sa timidité, non? Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus que la vie soit juste une lutte contre la timidité. Oui. C'est-à-dire Oui. voilà, et puis il y a des choses l'important, c'est de rester naturel. Pour moi, l'important, c'est le naturel. Je joue pas de rôle. Je sais que la théorie des rôles est une chose importante. Et moi, je suis comme je suis, quoi qu'il arrive. Où que j'aille, c'est toujours moi qui vais... Disons que ou alors peut-être paradoxalement, j'ai un personnage tellement suffisamment construit que j'ai pas besoin de mettre un autre costume. C'est moi, je suis comme ça. Donc voilà, rester naturel, peut-être se forcer un tout petit peu, parce qu'en fait, surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les gens en face de nous sont souvent aussi timides, voire encore plus timides que nous. Donc il faut juste leur dire, you, je suis là, causons, parlons, échangeons. Mais échangeons des mots, pas juste échangeons. Ce qui m'horripile, c'est les gens qui disent on échange. Non, c'est un verbe transitif, on échange quelque chose, on mange quelque chose. Et donc, oui, juste, et dès l'instant que les gens se parlent, tout est plus simple. Ouais. Et finalement, vous rendez service aux timides en étant vous-même moins timide. On s'entraîne, on s'entraide, on se pousse. Ah, c'est une grande chaîne de partage et de solidarité. On pourrait créer le club des timides anonymes avec les alcooliques anonymes. Il y a dans un film de Jean-Pierre Mocky qui s'appelle La Bourse et la Vie, il y a le club des timides. Avec une très jolie scène où ce sont des timides qui se rejoignent entre eux, donc ils n'osent pas se parler. Ils sont dans une salle, ils font des discours de timides. Il faudra que vous regardiez ça. Décidément, Mocky a tout compris. Absolument. Alors, je vous propose pour terminer de jouer. Vous êtes prêts ? Jouons. Ok, on va jouer du tac au tac. Nicolas, êtes-vous plutôt stylo plume ou clavier? Clavier. Plutôt écriture dans un café ou charentaise à la maison? Charentaise à la maison. Plutôt discours appris par cœur ou au feeling? Vous hésitez. Un mélange des deux quand même, parce que les fois où je me suis dit au feeling, franchement, il faut des bases, c'est pas à vous que j'ai à apprendre ça, il faut quand même travailler, il faut répéter un peu. Ouais. Plutôt discours de mariage ou d'enterrement? En fait, je n'ai quasiment jamais pratiqué l'un l'autre. Bon, plutôt discours de mariage, parce que l'enterrement, on ne peut pas faire de blagues. J'aime bien quand même pouvoir avoir dans ce cas-là, des punchlines et les enterrements, malgré tout. Non, l'intérêt des enterrements, c'est qu'on peut se taire. Plutôt BD ou polar? Polar. Enfin, plutôt Goncourt ou prix Femina? Alors ça, c'est une question... Vous avez le droit de dire Joker. Non, on va dire Renaudot pour ne pas citer les deux là. Merci Nicolas Destienne-Dorf pour ce beau témoignage sur la timidité. Vous nous avez livré plein de conseils, vous vous êtes livré. C'est pas facile pour un timide et c'est un cadeau. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Dr Freud.